Europe 1. La France est championne du monde. Champion du monde. Champion du monde, nous avons décalé notre rendez-vous habituellement plutôt vers 20h45, mais les débats sont tellement vifs à 3 jours d'une finale. Mais c'est le moment ou jamais d'écouter les carnets secrets d'Aimé Jacquet sur Europe 1. Il avait toujours son petit carnet, Aimé Jacquet. Vous vous souvenez, un jour, quand Zidane a eu son carton rouge, il l'a balancé contre le banc. Il était le consultant d'Europe 1 10 ans après cette épopée. Il nous avait raconté au micro d'Europe 1 ce qu'il avait vécu match après match. Et là, on a envie de savoir, justement, après la qualif en demi-finale contre les Croates, qu'est-ce qui s'est passé dans ces heures, ces jours qui ont précédé la finale contre le Brésil. Et bien sûr, Europe 1, Monsieur Jacquet raconte. Cette finale, on l'attendait avec impatience. On voulait surtout avoir nos Brésiliens en face de nous. Parce que d'une part, on avait quelque chose à leur dire. On avait des anciens aussi derrière nous pour leur dire, eh bien, écoutez, on va peut-être mettre les choses au point. Donc il y avait une motivation exceptionnelle. Le matin du match, je fais un entraînement, je suis obligé de l'arrêter. C'est à 21h ce soir et puis les gens étaient partis dans leur réflexion. Il y en a qui démontraient comment dribble Ronaldo, mais c'était à mourir de rire. Maintenant c'est à mourir de rire, mais pendant la préparation, mais fallait voir la concentration. Et moi j'ai toujours eu peur, puisque je fais partie d'une génération où on n'a rien gagné. Moi j'ai un peu joué au football, hein. Je fais partie de cette génération où disait le football français, fantastique, les Brésiliens de l'Europe, on n'a jamais gagné. Mais si vous aviez vu la ferveur qu'il y avait, le vendredi, on avait mis, Riton avait mis sur le paperboard, parce qu'on avait notre paperboard quotidien, il avait mis repos. Et les mecs disaient, coach, mais qu'est-ce qu'on va faire dans la journée? Ça faisait 60 et quelques jours qu'on travaillait comme des fous. Europe 1. La France est championne du monde. Champion du monde. Champion du monde dans les carnets secrets d'Aimé Jacquet. Vous savez, ce carnet noir qu'il avait toujours sur le banc de touche. Ben nous, à Europe 1, on le connaît parce qu'il nous a parlé lorsqu'il était notre consultant. C'était 10 ans après l'épopée de 98. Il était consultant d'Europe 1 en 2008. Marc Fréjean a ressorti des archives d'Europe 1 et nous a concocté cette très très belle série des étapes qui ont amené à cette victoire finale, avec le témoignage d'un homme qui a été tellement raillé à l'époque et qui devient avec le temps finalement tellement touchant. Bien, on va revenir justement à la veille de ce France-Uruguay sur le fameux France-Paraguay 98. Nous sommes à Lens et Aimé Jacquet nous répond, pour nous, spectateurs à l'époque, c'était irrespirable, Aimé Jacquet. Alors c'était irrespirable pour les... Eh bien, nous, paradoxalement, c'était un match qu'on a vécu peut-être moins difficile. Moi, je l'ai vécu moins difficilement que France-Afrique. Que le premier match, Afrique du Sud. Pourquoi? Parce qu'on était en domination totale. Et le groupe respirait bien. Vous comprenez? C'est ça qui est... Vous voyez, la confiance intérieure, on l'a. Mais c'est après que j'ai mesuré qu'on était peut-être passé pas loin du coup près. Et je me souviens très bien, une phase extrêmement importante, on dominait, on n'arrivait pas. Eux, ils n'avaient aucune action très potable. Et j'avais dit à Lolo Blanc, allez, tu montes, allez, faut aller là-bas devant. Et il y a un ballon qui est dégagé, et Marcel Desailly, qui est le maître de l'axe, se casse la figure. Ah, je le vois encore, ce ballon qui rebondit, hop, il passe à l'arrière, et l'autre, il va au but. Bon, heureusement, il n'a pas continué son chemin parce qu'il y avait une couverture qui était assez bonne. Mais c'est vrai, vous voyez, quoi. Mais on l'a pas vécu dans le stress, ce match-là. Seulement qu'on n'arrivait pas à marquer le but et qu'on allait vers ces coups de pied au but. Et on sait très bien qu'après, malheureusement, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. On a mesuré après que ce match-là était extrêmement difficile. Il y a quand même une drôle d'ambiance là ce jour-là à Lens. Oui, il n'y a pas une bonne ambiance. Il faut quand même être logique. Hein.
le public français n'est pas très, très gentil. Il faut quand même le regarder. D'ailleurs, les joueurs étaient très en colère, je peux vous le dire. Parce que quand on a besoin des gens, c'est là. C'est pas quand tu mènes 3-0. Paradoxalement, en France, quand on mène 3-0, tout le public vous encourage. Mais quand vous êtes mené 1-0, qu'il y a 0-0, qu'il faut aller, l'impression que là, on n'a pas beaucoup de soutien. Ça, c'est la culture française. On ne peut rien, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. On a souvent des situations où il faut mais c'est à l'équipe de s'en sortir par elle-même. Donc, on avait vraiment un match qui a été difficile parce qu'on ne trouvait pas la faille. On n'arrivait pas à marquer. Eh bien, écoutez, un monde d'il y a 20 ans seulement. À l'époque, souvenez-vous, quart de finale, les carnets secrets d'Aimé Jacquet, 98, France-Italie. Qui est-ce qui joue en Italie? Zidane, Juve, Deschamps, Juve, Djorkaeff, Inter, ils ont face à eux les Italiens. Pour Aimé Jacquet, c'était l'occasion ou jamais de faire un grand match dans les carnets secrets d'Aimé Jacquet. Écoutez. C'est une préparation facile parce que vous savez que je dois avoir 8 ou 9 joueurs qui jouent en Italie. Je peux vous dire que là, ils vivent plus. La préparation, c'était la plus facile pour nous. La concentration, elle s'est faite alors avec une facilité déconcertante. Tout le monde était attentif, tout le monde était présent, tout le monde était dynamique. Et on avait un capital de confiance sur ce match qui était assez impressionnant et qui me permettait d'être extrêmement positif. Et on a abordé ce match-là dans ces conditions. On a fait une première mi-temps exceptionnelle, mais là aussi pas de but. Et comme on dit, quand on marque pas de but, on va être puni. Et là, on avait une peur, quand on connaît l'efficacité des Italiens, le peu d'occasions qu'il leur faut pour marquer un but. Donc on était là, vraiment on a souffert. Là, vraiment on a souffert. Souffert de martyr tout au long de ce match-là, avec des peurs sur les rares attaques italiennes, mais ô combien présents, et surtout des joueurs comme Del Piero qui étaient dans une expression assez totale. Donc on était dans la souffrance. L'heure des carnets secrets d'Aimé Jacquet, interview exclusive qu'il avait accordée sur Europe 1 10 ans après le titre de 98. En 2008, il était consultant d'Europe 1. Notre ami Marc Fréjean l'a exhumé de ses propres archives et on vous la diffuse depuis le début de cette Coupe du Monde pour revivre l'épopée, mais aussi pour éclairer ce qu'on est en train de vivre ici. Alors, nous sommes à la veille d'une demi-finale. En 98, il y avait eu ce fameux quart de finale contre l'Italie, une séance de pénalty. On s'est dit, mais si demain il y a des pénaux, qu'est-ce qui se passe? Comment on le vit? Aimé Jacquet sur Europe 1 raconte. Les tirs au but, pour moi, c'est l'affaire du coach. C'est l'affaire de... Il faut surtout rassurer. Alors, Philippe Bergeau avait son travail en tant qu'entraîneur gardien. Il a fait son petit travail avec Fabien. Et moi, avec mon groupe, j'ai voulu surtout un petit peu enlever cette tension. Et par la désignation des coups de pied au but, vous pouvez intervenir. Donc j'ai été obligé de changer puisque Youri Djorkaeff avait son copain dans les buts. Et donc il était comme il me l'a dit, je préférais pas tirer, donc je l'ai sorti. Et là, ça m'a fait changer. Et j'ai désigné les deux jeunes. Et je suis allé voir 1, 2, 3, 4, sans problème. Tu tires le premier, tu tires le troisième. Et ben c'était Thierry Henry et David Trezeguet. Donc je ne sais pas si vous voyez dans un match de cette dimension, parce qu'on faisait jamais de tir au but dans les entraînements. Moi je fais pas, mais je fais des petits concours. Je les laisse faire. Ils font des concours avec les gardiens de but, qui va gagner, qui va pas, combien ils vont arrêter de but. Donc c'est après l'entraînement, ça se fait comme ça, mais d'une manière un peu plus tranquille entre eux. Donc je savais comment prendre des dispositions. Je suis obligé de changer, comment dirais-je, le passage. Et
Et c'est vrai que là, je mets un peu en difficulté Lisa, parce que je le change de position. Donc forcément, c'est lui qui malheureusement va nous rater ce coup de pied de but. Comme quoi, il y a toujours une cause à effet, il faut faire attention. C'est un bon moment, parce que on a... Là, la ferveur, elle est là. Hein. On ne pense pas qu'on va être éliminé. Hein. On ne pense pas, puisque je crois que c'est Vincent Candela qui est sur le banc de touche, qui dit de toute manière, lui, il va le manquer. Et il l'a manqué, hein. Baggio, il a manqué, et c'était comme ça. Et puis, bon, c'est un bon moment après, par la suite. Oui, on l'a compris, ça se joue à tellement peu de choses. Alors il y a une dramaturgie totale. Là, j'entendais sur un plateau de télé qui disait, moi j'adore les pénaltys quand on les gagne. Pour un pays, évidemment, une séance comme ça. Et 2006, évidemment, Raymond, ça a été quelque chose de terrible. C'est terrible, mais je l'ai vécu en 2002 déjà, finale du championnat d'Europe Espoir. Pareil au penalty, où on perd au penalty contre la République tchèque. Et Tchèque qui était dans les buts, qui faisait 3,50 m. J'ai l'impression qu'il prenait toute la place. Au moment de tirer le penalty, il était déjà aux 6 mètres. Donc l'arbitre a une influence aussi. Maintenant, il vérifie. Et à l'époque, je veux dire, il s'est permis tout. C'était Landreau qui était là. Il a failli prendre un carton parce qu'il le disait à l'arbitre. C'est dur, la séance de penalty, et j'entendais aimer, mais on peut faire ce qu'on veut. Je veux dire, après, il y a la maîtrise du joueur qui fait la différence. Je raconte toujours la veille des pénaltys en 2006. Trezeguet a tiré un pénalty. Je lui dis, mais arrête, ça sert à rien. Je veux dire, demain, il y aura 2 heures de match. La pression, la finale, tu risques de perdre une finale de Coupe du Monde. Et la pression, je ne peux pas la reconstituer. Et ça, tu peux le tirer comme tu veux. Il en a tiré un quand même. Il l'a marqué. C'est pas une lucarne qu'il a mis. C'est mieux. Je lui ai dit, il a pris les 2 angles, il a mis une frappe extraordinaire là. Je lui ai dit, écoute, arrête, ça suffit, garde-le-moi pour demain celui-là. Ça, c'était la veille de la finale de 2006. C'était la finale de 2006 et il a pris Ce juste sont les histoires de foot qu'on adore sur Europe 1. Et vous êtes bien dans Bon Baiser du Mondial, il est 21h. Mon demain, 98, on en parle. Comme chaque soir, on fête les 20 ans dans Bon Baiser du Mondial sur Europe 1 avec un entretien exclusif que nous avait accordé Aimé Jacquet. On va le retrouver immédiatement. Europe 1. La France est championne du monde. Champion du monde. Ce sera un match d'hommes demain entre la France et l'Argentine, et c'est vrai que pendant 98 il y a eu des matchs d'hommes et surtout des matchs avec des extraterrestres, des joueurs parfois qui sont touchés par la grâce et qui font la différence. Et pour gagner un titre, il faut avoir en son sein un joueur immense, un joueur illustre. C'était le cas en 98 avec Zinedine Zidane, et Jacquet ne remerciera jamais assez le ciel d'avoir pu disposer de Zinedine Zidane dans son équipe en 1998. Zizou fait partie de ces extraterrestres. C'est un extraterrestre qui est formidable et qui a du talent, et il s'exprime par les pieds. Un leader peut s'exprimer par les pieds, il est respecté, son jeu est fantastique, il est... Non, il n'est pas tombé du ciel, il s'est lui aussi formé tout au long de sa carrière. Hein. On ne devient pas un super joueur comme ça, il a beaucoup travaillé. Il avait des dons supérieurs aux autres, mais c'est grâce à son travail qu'il a pu être un joueur d'exception. Et son comportement est exemplaire, c'est un merveilleux équipier, il sait se fondre dans le collectif, et puis sa touche technique est exceptionnelle. On en a peu dans le monde comme ça, hein. On a eu cette chance qu'il soit avec nous, et puis en plus il a un effacement qui est assez intéressant vis-à-vis de tous ses coéquipiers, c'est-à-dire qu'il ne domine pas, au contraire, mais en revanche sur le terrain il éclaire le jeu et il bonifie tous les gens autour de lui. C'est vraiment le joueur homme orchestre qui a des intuitions fantastiques, qui a des gestes déterminants, et puis qui met en valeur tous ses partenaires. Et comme il est très humble, il a un respect vis-à-vis de tout le monde qui est phénoménal, et pas seulement en équipe de France, partout où il est passé. C'est pour ça que il faut le laisser évoluer, il ne faut pas lui donner
des indications trop précises. Il faut le laisser faire. Moi, j'avais bâti l'équipe avec lui pour qu'il ait cette marge de sécurité, cette marge d'imagination. Et puis, Zizou, c'est un garçon qui est très sensible. Il a besoin de sécurité, il a besoin de confiance. Donc il faut bien savoir l'entourer et bien savoir le soutenir. C'est instinctif, c'est sublime dans le geste, et puis c'est dans le respect des autres. C'est ça qui est formidable, parce qu'il y a beaucoup de joueurs après qui s'approprient le jeu, et puis bon, après tout pour moi, rien pour les autres. Est-ce que lui il joue pour les autres? Il se met à la disposition des autres. Et en plus, il est décisif. Vous voyez que c'est vraiment le joueur extraterrestre qu'il nous fallait pour aller jusqu'au bout, d'ailleurs. C'est lui qui a été là au bon moment et au moment où il fallait. Quel bel hommage d'Aimé Jacquet à Zinedine Zidane, l'extraterrestre, l'homme qui a été là au moment où il fallait. Y a-t-il un extraterrestre dans cette équipe de France 2018? On l'espère. Europe 1. La France est championne du monde. Champion du monde. Champion du monde 98, nous revivons sur Europe 1 grâce à cette interview exclusive que nous avait accordée Aimé Jacquet lorsqu'il était consultant d'Europe 10 ans après le titre sur cette Coupe du Monde, la manière dont il l'a vécu de l'intérieur. Et là, ça va parler à Didier Deschamps, Aimé Jacquet brûlé sur la place publique, on en parlait tout à l'heure. Et je fais partie, moi, des gens qui critiquaient ses choix, comme beaucoup de Français. C'est pas seulement la question d'un journal et des journalistes. Il y avait cet état d'esprit dans la France. Aimé Jacquet confiait qu'il était presque prêt à partir à l'étranger, qui s'était préparé dans sa tête en cas de défaite dans ce climat-là. Eh bien, il revenait sur cette affaire de ses rapports à la presse et à l'opinion publique 10 ans après. Écoutez-le. C'est une très grande blessure pour moi. La preuve, je ne pardonnerai jamais. Ça, c'est même pas la peine d'en discuter. Moi, j'ai tourné la page pour l'instant, mais je ne pardonnerai jamais. Il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Moi, je respecte les gens. J'ai toujours respecté les gens. J'ai toujours été présent au coin presse. J'ai expliqué avec mes mots. Peut-être je savais peut-être pas parler. Peut-être je ne savais pas utiliser les mots. Mais j'ai toujours fait en sorte d'être un grand professionnel. À partir de là, j'ai tourné la page. On n'en parle plus. Moi, je reste avec mes idées, avec mon vécu, avec mon professionnalisme. Je pense que là-dessus, personne n'en doutera. Pour moi, ça a été une très mauvaise période de ma vie. Je sais très bien que la victoire a bien entendu m'a permis de surpasser tout ça. Mais je me demande encore aujourd'hui ce qui serait passé si ça avait été le contraire. Je pense que dans la vie, il faut faire très attention. Quand on juge les gens, il faut les juger sur le côté professionnel. Et quand on a eu déjà une carrière d'entraîneur professionnel où on a entraîné un très grand club et qu'on a été dans l'Europe entière, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et je me suis protégé. Depuis 1995, je n'ai pratiquement plus lu. J'ai fait en sorte d'avoir autour de moi des gens qui m'informaient. Je m'étais organisé pour me protéger, je m'étais organisé pour ne pas être déstabilisé, pour ne pas être désorienté. Donc à partir de là, je fais ce que j'avais à faire. Mais je m'étais bien organisé. J'avais bien fait les choses. 96 m'a bien servi. L'Euro 96 d'Angleterre m'a bien servi parce que après j'ai fait autour de moi un staff technique et un staff médical très important. Europe 1. La France est championne du monde. Champion du monde. C'est notre rendez-vous juste avant 21h dans Bon Baiser du Mondial tous les soirs
Vous savez, il avait toujours un petit carnet en main, notre ami Aimé Jacquet. Vous vous souvenez de ce carnet? À un moment, il le jette contre le banc. Nous, grâce à Europe 1, on sait ce qu'il y a dans ce carnet, puisqu'il a raconté 10 ans après, lorsqu'il était consultant, ce qu'il a vécu en 98, jour après jour. Et ces confidences de ce soir, elles résonnent par rapport à l'équipe de France de 2018. Il raconte comment il a décidé de construire une génération, que la victoire, elle passait par la construction d'une génération. Les archives d'Europe 1 avec Aimé Jacquet. Il y a la qualification à Bucarest contre la Roumanie, où la France se qualifie brillamment pour aller disputer l'Euro 96. Donc c'est bien notre objectif, mais ce groupe a été mis en place en 95. J'ai pris une décision qui a été énormément contestée, et je le reconnais, j'avais pas tout à fait toute l'argumentation, mais j'étais sûr de mon fait. C'est que j'avais une nouvelle génération, Zidane, Djorkaeff et compagnie, et il fallait se séparer d'une brillante génération, Papin, Cantona, Ginola et bien d'autres, et il fallait faire le saut, quoi. Donc je l'ai fait pour préparer le championnat d'Europe et pour se projeter sur la Coupe du Monde, parce que je pense qu'un sélectionneur doit rester 4 ans en poste. Si on veut faire les choses bien, si on veut pas faire les choses bien, on change les entraîneurs, les sélectionneurs comme on veut, mais on n'est pas une équipe de club, c'est quand même l'équipe de France. Donc moi j'avais mis en place tout ce groupe-là, il s'est bonifié, et paradoxalement il a pris du rayonnement, et là on a été couronné à Bucarest dans un climat vraiment exécrable. Je me souviens pas avoir joué aussi bien en étant que joueur qu'entraîneur dans un stade aussi hostile. C'était vraiment lamentable, parce que je connaissais un tout petit peu le foot, et je suivais parfaitement les joueurs depuis très longtemps. Avec Bordeaux, lorsque j'ai eu la responsabilité de Bordeaux, je suivais tous les joueurs, je connaissais tout. Toutes les équipes, je les connaissais par cœur, les joueurs, je savais d'où ils venaient, donc j'avais cette mémoire très importante pour resituer tout, et j'étais persuadé que ce groupe-là allait réaliser quelque chose. Et puis, il faut le reconnaître, dans cet effectif, il y avait 2 joueurs que je situais d'exception, Youri Djorkaeff et Zinedine Zidane. Donc je me suis dit, là, il faut que tu les accompagnes, tu les soutiennes, il faut que tu construises autour d'eux. Donc c'est une grosse décision que j'ai prise. Et je peux dire que je l'ai supporté longtemps, cette décision. Très beau témoignage, parce qu'on se souvient évidemment des papiers incendiaires à l'époque pour lui reprocher de tourner la page de Cantona, Papin, Ginola. La manière dont il l'assume et où il raconte son choix est très touchante. Il a raison, Raymond Domenech, il faut créer un groupe, il faut faire monter une génération ensemble. Ah, complètement. Je veux dire, c'est ce qui fait la force des équipes. En général, c'est ça, c'est une génération de haut niveau avec un super joueur. Parce qu'il faut pouvoir le mettre en place, le faire grandir aussi. Juste une nouvelle génération ne suffit pas. Il faut que dans cette génération-là, il y a quelque chose de plus. Et il y avait Zidane, qu'on pressentait déjà capable d'amener l'équipe. Lui, il l'avait pressenti. C'était un choix pas évident. Oui, parce qu'il fallait, comme il a dit, il fallait sortir Cantona, il fallait sortir Ginola pour pouvoir imposer Zidane. Sinon, il se serait jamais... Je rappelle toujours, Zidane, il arrive en sélection, il a 23 ans. Maintenant, on trouve presque qu'ils sont vieux à 23 ans quand ils arrivent en sélection. Il fallait le mettre et virer les autres. Ça a été un acte fort. On peut dire ce qu'on a voulu, et on en a dit, et les gens ont dit plein, il en a souffert, mais il a su résister. Et son Euro en Angleterre, on peut dire ce qu'on veut, on est demi-finaliste et on perd au pénalty. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Si on refait ça là, à cette Coupe du Monde, on trouve ça fabuleux. Bah si, on aurait aimé que Pedro, c'est du mental là, ce jour-là. Bref, petite parenthèse. J'étais tellement en colère que voilà, je l'ai gardé un peu. C'était un formidable joueur au FC Nantes, avec les entraîneurs du FC Nantes. Est-ce que c'est pas le problème, Simon Dutin, de Deschamps aujourd'hui, d'avoir d'un côté une génération jeune, de l'autre une génération plus ancienne, et que l'amalgame est compliqué à faire, et on voit dans les choix d'équipe la difficulté? Oui, mais je pense que de toute façon le boulot d'un sélectionneur, c'est de voir à
après la future échéance, quoi. Donc se projeter sur 2 ans à chaque fois. On est obligé, je pense, de faire des paris sur des mecs qui vont être les pièces essentielles de notre équipe. C'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a plus Benzema, on n'a plus Ribéry, parce que peut-être que les Dembélé, les Mbappé, les Griezmann s'épanouiraient moins s'il y avait ces mecs qui prennent plus de place dans un vestiaire. Effectivement, après, le sélectionneur, il est comptable des choix et des paris qu'il fait. Ça a marché pour Jacquet, mais bon, si on s'était fait éliminer par le Paraguay ou l'Italie en quart, Jacquet l'a dit là récemment dans un documentaire, il pensait même à quitter le pays. À partir à l'étranger, c'est terrifiant, ça. Le poids qu'on a sur les épaules. N'oublions pas que comme Hidalgo avant, Jacquet a fait partie des gens qui avaient eu la génération idoine à peu près tous les postes, exactement comme Hidalgo en 76. N'oublions pas non plus que Jacquet, c'est le dernier sélectionneur d'une équipe de France avant l'explosion du foot business qui a touché, tous les joueurs ont fait de la pub, précisément après 98. Donc c'était encore un jeu qui jouait en collectif avant de devenir un peu plus un jeu individuel qui joue à plusieurs, quoi, pour certaines sphères de ces footballeurs professionnels-là. Il a eu les générations, les joueurs et le contexte qu'elle est avec. Mais il a bien fait. Et il a bien fait. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour mieux comprendre le présent grâce au passé. C'est une évocation de l'histoire et le foot n'échappe pas à cette donnée. Vous êtes bien sur Europe 1, vous êtes bien dans Bon Baiser du Mondial. Comment Aimé Jacquet a gagné? C'est ce qu'on vous fait vivre sur Europe 1 tous les soirs, un peu avant 21h. Confidence recueillie 10 ans après, lorsqu'Aimé Jacquet était le consultant d'Europe 1 en 2008. Il nous parlait hier du lieu, il va nous parler aujourd'hui des hommes. Tous les hommes sont importants. Lorsqu'on part dans une conquête, tout le monde est important, que ce soit les entraîneurs, que ce soit le docteur, que ce soit les kinés, que ce soit l'homme qui va s'occuper des équipements, que ce soit l'homme qui s'occupe de la presse. Tous ceux qui vivent avec l'équipe de France ont un rôle très important qui a été distribué avec beaucoup de responsabilité et beaucoup de précision par le sélectionneur. Il faut qu'il y ait une vie structurée. Autrement, c'est la cacophonie. Et puis, il y a un facteur de protection, il y a un facteur de responsabilité. On délègue ses responsabilités parce qu'on ne peut pas tout s'occuper, le sélectionneur. Et c'est important, les relais qui sont très précis vis-à-vis de la presse, vis-à-vis de l'environnement, de l'hôtel. Donc, il y a une attention soutenue de tout le staff. Tout le staff technique, médicale et mobilisé. Il y a des gens qui sont désignés. Moi, j'avais désigné un entraîneur pour être plus près des joueurs. Un adjoint qui écoute, qui est l'interface entre le sélectionneur et les joueurs. Et c'est très important, cet homme-là a un rôle très important. Vous savez, quand on vit en groupe et d'une manière très précise, parce qu'il y a quand même des rendez-vous importants, il ne faut pas qu'il y ait de dispersion. Et la rigueur du quotidien est aussi importante que la rigueur de l'entraînement. Vous savez, ce qui est très important, enfin moi ce que je faisais, c'était le soir où tout le monde était autour d'une table et on discutait de la journée, qu'est-ce qui n'avait pas marché, qu'est-ce qui avait bien marché, comment on pouvait améliorer telle ou telle chose, que ça soit sur le plan environnement, que ce soit sur le plan technique, tactique. Donc tout le monde participait. Et puis le point sur les joueurs, on fait le tour sur chaque joueur. C'est un boulot monstre, énorme qu'il faut réaliser. Nous, pendant la période Coupe du Monde, on devait se coucher entre 2h et 3h du matin, tous les jours. Parce qu'on attend que le dernier joueur soit massé, couché, et après, on fait venir les kinés, on interroge tout le monde, et tout le monde parle, tout le monde s'exprime, tout le monde apporte sa note, c'est fantastique. Et au sélectionneur de prendre les résolutions. Formidable Aimé Jacquet, là, qui prend, j'allais dire, de la valeur, de la densité avec le temps, là, ce papa devant à Clairefontaine qu'on a beaucoup raillé. Je le dis d'autant plus que je fais partie des gens qui le critiquaient énormément. Quelle épopée ce 98, tout le monde s'en souvient. C'est pour ça qu'on a posé la question dans la rédaction d'Europe 1 à tout le monde. T'étais où, toi, le 12 juillet 98 ? Écoutez ce que disait Victor Dolande. J'étais à Toulouse, et alors là, pour le coup, il y avait tellement de monde dans tous les bars qu'on s'y est mal pris avec mes parents, et du coup, j'étais petit à l'époque, j'avais que 13 ans, donc je devais pas mesurer plus d'1m30, et j'ai pas pu voir grand-chose. C'est-à-dire que j'en étais dans des terrasses de café, avec plein de gens devant, et à chaque fois, je voyais plein de bras se lever, les gens se congratulaient, mais
J'ai jamais vu en fait les buts en direct. J'ai revu le match après coup, mais sur le moment, j'ai vraiment pas bien vu la finale. Sauf la toute fin, vraiment les 4-5 dernières minutes où on a du coup un petit peu changé de barre pour essayer de vraiment voir un bout de match pour se dire qu'on avait quand même vu quelque chose. Et à la toute fin, on a réussi à voir un bar, une place assise à Toulouse qui était assez difficile à trouver. Et on a pu voir le dernier but d'Emmanuel Petit et puis la remise de la coupe en direct. Et là, pour le coup, j'ai bien vu les images. Souvenir de 98, c'est dans Bon Baiser du Mondial aux alentours de 21h tous les soirs. Europe 1. La France est championne du monde. Champion du monde. Notre rendez-vous à 21h, peu avant 21h tous les soirs dans Bon Baiser du Mondial. C'est une interview exclusive d'Aimé Jacquet, réalisée en 2008, 10 ans après le titre. C'était sur Europe 1 quand il était notre consultant. Et dans les archives de Marc Fréjean, nous avons exhumé cette interview pour faire partager ce qui a été une épopée à l'époque. Aimé Jacquet nous raconte, et ça tombe bien, c'était le huis clos pour l'équipe de France, nous raconte de l'importance de celui qu'on évoquait il y a quelques instants, par exemple Guy Stéphane, de ceux qu'on appelle le staff, ceux qui travaillent autour de l'entraîneur, car une victoire, c'est pas un entraîneur et des joueurs, c'est tout un groupe. Aimé Jacquet. Il faut savoir que pour bien réussir son projet sportif, il faut bien s'entourer. Moi, je m'en étais aperçu au championnat d'Europe en 96. J'ai voulu tout faire en 96. Je voulais tout faire. Et je me suis aperçu que très rapidement, la fatigue vous gagne. Vous manquez de lucidité, vous manquez de sérénité. Donc moi, je m'étais beaucoup mieux organisé pour 98. J'avais 3 entraîneurs. Chaque entraîneur avait 2 missions spéciales. Et ils étaient maîtres de leur mission. Par exemple, Philippe Bergerot avait mission seulement les gardiens de but. Moi, je ne m'occupais pas des gardiens de but. Et il avait une deuxième mission, c'est l'observation des adversaires. C'est-à-dire que pendant 2 ans, il a suivi l'évolution de nos adversaires, dont les Brésiliens. On savait parfaitement tout leur cheminement. Henri-Émile, lui, il avait 2 rôles. C'est tous les déplacements, vous savez que c'est très important. Toute la logistique. Là, il ne faut pas perdre de temps, il ne faut pas que les joueurs s'ennuient, il faut qu'on soit rapidement en action, les terrains d'entraînement près des hôtels, donc c'est un travail long. Et puis ensuite, il avait un rôle très important, il était l'interface avec le groupe. C'est-à-dire qu'il vivait avec les joueurs, c'est lui qui était l'oreille un tout petit peu de ce qui se passait à l'intérieur du groupe. Ça m'a bien aidé pour prendre certaines décisions et avec le temps de recul et le temps de réflexion. Et puis le Roger Lemaire qui est arrivé le dernier, lui est arrivé qu'en janvier 98. Il avait 2 rôles, lui qui est très important, c'est tous les entraînements athlétiques. Roger a la pêche, il a du dynamisme et avec sa voix qui porte, il bousculait un tout petit peu ses joueurs, surtout quand c'était à 7h du matin, où on travaillait assez dur parfois. Et aussi, il avait le rôle, c'est de s'occuper des joueurs qui ne jouaient pas. Ça, il a fait un rôle fantastique avec sa manière de faire. Il nous a permis de garder tout le monde en éveil et tout le monde en action, quoi. Pour pas qu'il y en ait un qui décroche. Quand vous jouez pas, au bout du 3e match, les joueurs, encore que là, on les a fait jouer. Mais après, vous restez sur la touche, vous savez, remplaçant. À un moment donné, on n'a plus envie. Mais là, on avait tous nos gens disponibles. D'ailleurs, on l'a bien vu, puisque il y a eu des appels avec les suspensions, les blessures et les absences qui nous ont été vraiment très positives. Et puis, moi, j'avais mis dans mon staff, on a vécu presque 4 ans ensemble, le Toubib. Moi, j'avais le Toubib tout le temps avec moi. Je voulais qu'il sache ce qu'on faisait sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan physique, pour qu'il puisse intégrer, lui, tout son planning. C'est tout lui qui a fait le planning, des préparations, avec pour chaque joueur a été vraiment personnalisé, le travail, attention. Et aussi, j'avais un attaché presse, justement, pour que je puisse vivre ma vie tranquille, qui lisait, qui écoutait pour moi, et qui me faisait des petits papiers, qui me permettait d'être dans les conférences médiatiques très présent sur l'événement. Ça fait qu'on a vécu fantastiquement bien ensemble. Et le soir, c'était bien de se retrouver. C'était bien de tous se retrouver, tous ceux qui étaient dans l'environnement. Et d'échanger, de parler, puis de se projeter tout de suite sur le lendemain, comment on allait s'organiser. La journée, c'est dur une journée. C'est long une journée. Et ça passe vite. Donc ces gens ont été très très importants pour moi. Ils m'ont permis d'être très, très lucide
et d'avoir ce recul indispensable si on veut être très efficace. Europe 1, La France est championne du monde. champion du monde. Alors s'il n'y a pas de gêne, s'il y a une vision spatiale avant les autres, il y a aussi une manière de se motiver pour gagner un match de football. On va écouter chez Maître Jacquet, chez Monsieur Aimé Jacquet, interview exclusive réalisée sur Europe 1 10 ans après le titre de 98, où il revenait jour après jour sur les secrets de cette réussite, de l'importance de la causerie, de la fameuse causerie d'avant-match. Didier Deschamps, qu'est-ce qu'il va dire à cette équipe de France à quelques heures du France-Argentine? Écoutez Aimé Jacquet, l'importance de la causerie. Il y a 3 causeries importantes. Moi, ça a été, je dirais, tout au long de ma carrière d'entraîneur, des choses très très fortes. Il y a la causerie de préparation, très important. Je parle des causeries collectives, hein. Parce qu'il y a beaucoup de travail individuel, hein, où on fait beaucoup de relationnel, hein. Moi, j'ai passé mon temps en Coupe du Monde, 70% de mon temps à échanger avec les joueurs, il ne faut pas oublier, hein. Puis ils aiment ça, les joueurs. On a tous besoin de ça, ce contact. Et donc, préparation, l'intervention à la mi-temps, c'est la plus dure. Et puis, la synthèse du match, feedback, comme on dit, on revient sur le match, causerie. Alors là, elle est peut-être dure, elle est peut-être très exigeante. Donc, ces 3 causeries sont très différentes. La première, c'est une causerie très technique, très professionnelle. Nous, on a visionné, on a préparé, on donne aux joueurs juste ce qu'il faut. Alors, c'est une causerie de 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, mais très tonique, très agressive et avec plein d'intensité. Donc, elle est préparée. Moi, 2 heures préparation. Je choisis. Je suis pas très bon dans l'écriture, mais j'écris, moi, pour mémoriser. Et puis après, j'ai mon fil conducteur et j'arrive pour la causerie, rien dans les mains, hein. Je viens comme ça, hein. Et j'ai tout intégré dans ma tête. Et là, il faut être très persuasif, très très convaincant, très agressif partout. Je fais une fixation sur chaque joueur par rapport aux autres pour leur dire: vous êtes tous importants. Vous êtes tous importants dans ce groupe. Vous avez tous vos rôles. Gardez votre personnalité. Mais attention, il y a le groupe qui est aussi le plus important. C'est l'équipe. Donc, vous voyez, j'essaye à chacun, devant les gens, de bien déterminer. C'est ce que j'appelle le langage intérieur. Il n'y a pas de concession. Il n'y a pas de langue de bois. On se dit tout. Mais à la sortie, attention. On n'a qu'un langage. On n'a qu'un langage. On n'a qu'une voix. On n'a qu'un cheminement. On n'a qu'un objectif et il faut le partager. Ça c'est mon manière de fonctionnement et là je suis très heureux parce que souvent ça a bien marché, parce que les gens ils aiment la sincérité, ils aiment l'authenticité et ils aiment l'humilité. Faut pas croire que tous ces grands champions, ils ont besoin d'être sécurisés, mais il faut les sécuriser en leur donnant la vérité. Le Ben Oui, ils n'aiment pas ça. Et ça, c'est un travail en amont énorme. Moi, je passais des nuits à regarder mes cassettes, des nuits à préparer mes causeries, des nuits à avoir un thème précis. Qu'est-ce que j'attaque, comment je fais, où j'attaque un thème précis, où j'attaque sur un joueur précisément pour après que tout le monde soit interpellé et en éveil. Parce qu'il y a ce que vous dites, il y a ce qu'ils écoutent et ce qu'ils retiennent. Ça va pas bien loin, vous le savez bien ça. Et moi, j'avais tout intégré, tout ça. Donc toutes mes causeries étaient très percutantes et elles n'avaient qu'un seul thème ou un seul projet. Il faut faire très attention. C'est très important, les causeries. Europe 1, La France est championne du monde. champion du monde. C'est le rendez-vous de Bon Baiser du Mondial juste avant 21h pour revivre avec Aimé Jacquet qui est confié au micro d'Europe 1 10 ans après le titre de champion du monde, comment il avait vécu les choses de l'intérieur. Raymond, vous allez y voir des souvenirs aussi. Et Aimé Jacquet ce soir nous explique comment le choix du lieu où l'on habite, où l'on est pendant un mois de Coupe du Monde si tout va bien, plus la préparation est absolument capitale. 98, c'est aussi
une victoire de Clairefontaine quelque part, et Aimé Jacquet le formulait sur Europe 1 il y a 10 ans. Le lieu de rassemblement, vous ne pouvez pas vous figurer comme c'est important pour les joueurs. C'est leur lieu de retraite, c'est leur lieu de vie commune, c'est le lieu où ils vont pouvoir se détendre, aussi avoir une ambiance intérieure avec leurs petits principes, mettre en place leur cheminement personnel, leur vie individuelle. Donc c'est la reconnaissance du lieu et son implication dans l'évolution de l'équipe est très importante. Mais est-ce que le sélectionneur est aussi le patron à l'hôtel ou est-ce qu'il laisse une certaine liberté ? Non, il est le patron. Il ne faut rien laisser au hasard. Tout se joue sur les détails. Je pense que rien n'est fait au hasard. Les journées sont très précises. Les rendez-vous aussi très précis. C'est du professionnalisme tout le temps. En revanche, ils peuvent, dans des moments de détente, de tranquillité, moi j'avais fait temps fort, temps faible, et dans les moments temps faibles, bon, ils peuvent se détendre, vivre un tout petit peu ensemble, écouter de la musique, téléphoner, prendre contact de la vie extérieure par la lecture, et puis voilà. Non, il faut bien différencier la vie en groupe et la vie où le joueur se déconnecte et va vivre un tout petit peu tout seul dans son coin. Moi, j'ai toujours pensé que si on veut réaliser des grandes choses, il faut se mettre dans une bulle. Et puis, vivre l'instant, chaque minute ensemble. C'est-à-dire profiter de tout ce qui peut se passer pour ne pas être déstabilisé, ne pas être dérangé par quoi que ce soit. En revanche, il faut avoir un œil sur l'extérieur, sur tous les joueurs. Il y a la lecture, il y a la télévision, il y a les téléphones. Donc, il ne faut surtout pas qu'ils se déconnectent de leur environnement personnel. Mais en revanche, bien faire abstraction de tout ce qui se passe autour. Voilà les confidences sur Europe 1 de Maître Jacquet, j'ai envie de dire, avec cet inévitable accent et cette patine du temps qui est passé. Quand on parlait des téléphones, Aimé Jacquet n'imaginait pas qu'il fallait aussi gérer les réseaux sociaux, qu'il fallait gérer tout cela. Mais belle leçon de gestion du groupe. On a revu Aimé Jacquet dans le très beau documentaire que TF1 nous a proposé sur les secrets d'une victoire en 98. Et c'est toujours assez émouvant de l'entendre en reparler après. Et nous retrouvons, grâce aux archives d'Europe 1, cette saga de l'épopée 98 tout au long de Bon Baiser du Mondial. Europe 1. La France est championne du monde. Champion du monde. Champion du monde, c'est notre rubrique Flashback il y a 20 ans, 98. Nous avons sur Europe 1, grâce à Marc Fréjean, des archives exceptionnelles. 10 ans après ce qui s'était passé en juillet 98, Aimé Jacquet, consultant d'Europe 1, nous racontait ce qu'il avait vécu de l'intérieur. Vous avez peut-être vu le très beau documentaire également de TF1 sur les secrets de la victoire ces dernières heures. Et bien sûr Europe 1, Aimé Jacquet, 10 ans après, racontait match après match cette épopée. Cette épopée, elle a commencé le soir où il a sélectionné 23 joueurs. Il en a sélectionné un peu plus. Et ça s'est très mal passé. Vous vous souvenez, les bannis, les départs en taxi, c'était 2 mois avant la finale, le 12 juillet. On était loin de penser que la France serait championne du monde. Aimé Jacquet racontait sur Europe 1. Ça, c'est toujours le moment où nous avions décidé, parce que je travaille en équipe, moi, j'étais persuadé qu'il fallait que mon groupe soit compact d'entrée. C'est-à-dire qu'ils soient tous là, puisque malheureusement, j'avais des gens qui étaient encore en compétition, finir la Coupe en Angleterre, finir la Coupe en Allemagne et la Ligue des Champions, dont Zidane, Deschamps, Carambeu et bien de joueurs qui étaient encore en sollicitation intense. Le souci, c'est de perdre des joueurs. Donc je me suis dit, il faut que tu sélectionnes 28 joueurs. Mais pendant longtemps, on a eu un débat intérieur. Qu'est-ce qu'on fait ? 22 plus 6 ou 28 ? Et moi, j'étais pour 28. Je ne voulais pas sanctionner, dire voilà, il y a les 22, puis les 6 vont venir comme ça, tranquillement. Non, moi, je voulais 28 compétiteurs
pour qu'on puisse aborder la Coupe du Monde avec toutes nos chances. C'est pour ça que ça a été très délicat, parce qu'il a fallu après prendre des décisions, puisqu'on n'a pas eu de blessés, on n'a pas eu d'absence. Donc les 22 joueurs que j'avais dans la tête, eh bien, il a fallu les sélectionner tout de suite et annoncer aux 6 que malgré leur participation active, leur mentalité, il a fallu leur dire de rentrer chez eux. C'était un moment très, très, très difficile, j'avoue, très difficile, humainement très difficile. Mais sélectionneur sélectionne, il prend ses responsabilités et j'avais essayé de le faire le mieux possible, mais on rate toujours quelque chose. Et puis j'ai été joueur. Quand l'entraîneur me disait tu ne joues pas, il avait beau me raconter, m'argumenter, je ne l'écoutais plus. Donc j'ai accepté toutes leurs réactions et j'ai compris leur déception et j'ai participé avec eux à leur peine, hein. C'est tout à fait logique. Mais bon, c'est la loi du milieu, c'est la loi de l'excellence, c'est la loi de l'exigence, c'est la loi du haut niveau. D'abord, il y a des argumentations techniques, on essaye d'expliquer, et puis ils savent très bien qu'il y a des joueurs de qualité au-dessus d'eux, ils ne sont pas fous, mais ils espéraient quand même faire partie du groupe, hein, c'est ça qui est important. Mais on a beau choisir les mots n'ont plus de valeur, hein, n'ont plus de sens pour eux, il faut le savoir, mais il faut le faire. Moi je l'avais fait, j'avais réuni tout mon staff. J'avais réuni tous les joueurs, on a expliqué, on a discuté, je leur ai demandé s'ils étaient toujours disponibles, si au cas il y avait encore un malheur, est-ce qu'ils pourraient compter sur eux. Je me souviens plus, je crois que tout le monde a pratiquement répondu positivement. Oui, non, mais c'était un moment très... Et le soir a été très difficile pour tout le groupe, parce que je l'ai annoncé après au groupe. C'est un moment qui est important, ça, dans l'aventure de la Coupe du Monde. Oui, bien sûr, humainement, c'est très important, parce que c'est une aventure humaine. Hein, une aventure sportive est une aventure humaine, surtout dans le jeu collectif. On vit ensemble, on souffre ensemble, on perd ensemble, on gagne ensemble. Faut pas l'oublier, c'est la vie intérieure du groupe qui est bouleversée, qui est touchée, qui est malmené, qui est agressé. Donc forcément, on en a eu pour une bonne journée pour tout le monde. Très émouvant, Aimé Jacquet, qu'on retrouvera tous les soirs à peu avant 21h pour revivre cette épopée de 98. Allez, je les donne le nom des bannis: Pierre Lègle, Ibrahim Ba, Sabrina Mouchi, Martin Djetou, Lionel Letizy et Nicolas Anelka. Oui, nous étions en 98. Et toi, t'étais où le 12 juillet 98, Thomas Touroud? À Paris, puisque je faisais mes études à Paris, avec des potes, devant la télé, et évidemment, après, on est sorti dans Paris, et il y avait du monde partout, et c'était la liesse, et on a fini au petit matin, comme beaucoup de Français, j'imagine, et beaucoup de Parisiens. Je la vis avec beaucoup de sérénité, je crois. Parce que l'équipe de France, dès les premières minutes, dégage une supériorité impressionnante, si je me souviens bien. Il y a les buts de Zidane qui nous font penser effectivement que ça va être très fort et on prend vraiment conscience qu'on va être champion du monde à ces moments-là. Et le moment, finalement, peut-être le moment le plus fort, c'est le but de Petit, parce que là, ça y est, c'est fait, et tout le monde explose, le stade explose, les gens chez eux ont explosé. En fait, la construction et les buts qui comptent vraiment, c'est les 2 premiers buts de Zidane, et le 3e but de Petit, c'est l'explosion, et là, c'est la folie à ce moment-là, vraiment. Europe 1. La France est champion du monde. Champion du monde. Nous ouvrons les carnets d'Aimé Jacquet. C'était il y a 20 ans, la Coupe du Monde 1998 remportée par la France. Chaque jour on fête cet anniversaire, donc en se plongeant dans le fameux carnet. Vous vous souvenez de ce carnet sous le bras d'Aimé Jacquet, ce carnet qui l'accompagnait en permanence sur le terrain, à l'entraînement? Eh bien ce carnet, nous y avons accès par le biais d'Aimé Jacquet lui-même. Et à l'époque, souvenez-vous, il disait que le métier de sélectionneur, ce n'est pas un métier facile. Avec Henry, on connaissait tous les joueurs. Vous savez ce que c'est? Connaître tous les joueurs internationaux. À peu près toute leur identité. Quand on veut participer sur le plan international,
tous les jours, vous êtes dans l'information. Tous les jours, vous êtes dans l'observation. Tous les jours, vous essayez de, comme une éponge, d'aspirer quelque chose pour pouvoir non seulement vous motiver d'une manière intérieure, parce que vous avez besoin de motivation, parce que le sélectionneur, c'est très dur d'être sélectionneur. Faut le dire aux auditeurs d'Europe 1. Sélectionneur, c'est très dur. Moi, ce qui m'a fait très très mal quand je suis devenu sélectionneur, j'arrivais après les matchs, puisque médias oblige pour que les journaux soient bien terminés à l'heure. J'allais rapidement à la communication et quand je revenais dans le vestiaire, plus un seul joueur. Je me disais mais qu'est-ce que je fous ici? À quoi je sers? Alors j'avais tellement de choses à leur dire. Et quand vous n'avez pas les choses, vous ne leur avez pas dit les choses tout de suite, un mois après, alors vous avez un découragement parfois terrible. Parce que vous n'avez pas de joueurs, vous êtes souvent seul, vous êtes obligé de voyager, vous êtes obligé de vous documenter, vous êtes obligé d'interpeller les entraîneurs, d'interpeller tous les gens. Mais c'est un travail monstrueux, il faut le savoir. C'est que tous les jours, vous êtes avec l'équipe de France, vous vivez avec l'équipe de France. Il faut que les gens le sachent, ça. Mais il faut voir les discussions avec les entraîneurs. C'est sans fin, c'est du 2h du matin tous les jours. Parce qu'il faut se remettre en cause. Et il ne faut pas s'arrêter sur les principes, il faut aller dans le détail et se repropulser le lendemain. Et puis, quand vous avez fait votre équipe et que vous avez 3 blessés dans la nuit et qu'il faut vous débrouiller à refaire une autre équipe parce que vous avez 3 jours de préparation, c'est pas facile. C'est facile de dire après. C'est facile de dire « Ah oui, mais il aurait dû, il faudrait, on devrait. » Ah ça, j'ai écouté ça toute ma vie. Aimé Jacquet, le carnet d'Aimé Jacquet, tout le témoignage donc d'Aimé Jacquet 20 ans après le succès en 1998. C'est vrai que tout le monde se souvient, d'ailleurs on peut poser la question à nos experts, nos invités dans ce studio, mais à tous les auditeurs, les auditrices, que faisiez-vous? Où étiez-vous? Comment étiez-vous le 12 juillet 1998? On s'est amusé à balader notre micro, Marie Guida, notamment dans la rédaction d'Europe 1, pour demander aux journalistes ce qu'ils faisaient. T'étais où en 1998, le 12 juillet? La réponse de Théo Manval, journaliste à la rédaction d'Europe 1. Le 12, j'étais chez moi avec toute ma famille, les cousins, les oncles, les tantes. On s'était tous. Moi, j'avais pas de maillot de l'équipe de France, j'avais rien du tout, et on s'était tous acheté les fameux t-shirts avec Footix dessus, le maquillage bleu, blanc, rouge sur les joues, et je me rappelle très bien de toute la famille assise avec tout ce qu'on avait pu trouver, des poufs, des tables, des trucs devant la télé, et exulter sur les 3 buts. C'était génial. Et après, c'est là que ça devient intéressant. On était tellement heureux que dès le coup de sifflet final, on a éteint la télé, on est parti dans les voitures avec les drapeaux, le klaxon dans les rues. J'habitais du coup à la campagne, pas très loin de Saint-Etienne, et on était hyper surpris sur le fait qu'il n'y avait personne dans les rues. On venait de gagner la Coupe du Monde et il n'y avait personne. Et du coup, on rentre à la maison, on réallume la télé et on vient de comprendre pourquoi. En fait, on était tellement contents qu'on était parti avant même la remise de la coupe, avant même les interviews des joueurs. En fait, tout le monde avait attendu de voir les Bleus soulever le trophée avant d'aller faire la fête dans les rues. Et du coup, voilà, nous on était sortis tout de suite et il n'y avait personne. Le témoignage de Théo Manval, on s'est amusé également à aller interroger les journalistes de la rédaction d'Europe 1 sur leur match de l'histoire de la Coupe du Monde, match qui les a véritablement marqués. On a interrogé Nicolas Poincaré notamment, écoutez. Le Séville 82, je m'en suis jamais remis, quoi. La défaite de la France au tir au but en demi-finale contre l'Allemagne, le Battiston qui sort sur une civière, etc. Alors déjà tout ça était traumatisant, mais alors en plus il se trouve que je l'ai regardé dans un hôtel au Maroc et que j'avais oublié qu'il y avait ce match. Donc avec ma femme de l'époque, on n'était pas encore mariés, mais peu importe, on était jeunes, mais on partait vers le restaurant de l'hôtel et puis d'un seul coup je vois une salle où des Français et des Allemands regardaient le match et je me suis dit oh merde, et je me tourne vers elle et je lui dis j'arrive tout de suite. Et tu parles, je suis arrivé tout de suite 2 heures après. Donc elle me faisait la gueule. Donc non seulement on venait de perdre, non seulement je l'avais vu avec des Allemands qui triomphaient, mais en plus, ma copine me faisait la gueule. C'était comme la soirée de la loose totale. Vraiment la soirée de la loose. Soirée de la loose pour Nicolas Poincaré en 1982. Ce n'est pas la soirée de la loose. Enfin, ça dépend de quel côté on se place entre le Portugal et l'Espagne ce soir. Le Portugal qui mène 2-1. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps dans quelques instants. C'est à suivre sur Europe 1. Europe 1. La France est champion du monde. Champion du monde.
La France, champion du monde, on aimerait bien que ça soit cette année. C'était il y a 20 ans, 1998, et chaque jour dans Bon Baiser du Mondial sur Europe 1. On revient avec vous sur cette magnifique aventure et le fameux carnet qu'Aimé Jacquet tenait entre ses mains où il prenait toutes les notes. Et dans un entretien donné à Europe 1, Aimé Jacquet revient sur les origines du succès de France 98, un héritage de la génération Platini notamment, et puis la fin des années 80, et une équipe surtout conçue, il le dit Aimé Jacquet, en 1995. On avait un capital de confiance, de sérénité, de lucidité, mais il y a eu 2 ans de travail, de remise en cause, de doute, de tension, d'émotion. Et je crois que moi qui suis une génération un petit peu intermédiaire, j'ai vécu sur la génération Coppa, Piantoni avec monsieur Albert Batteux. J'ai officié en tant qu'entraîneur à Bordeaux avec toute l'épopée platinienne, puisque j'avais la chance d'entraîner un très très grand club, Bordeaux, et j'avais, je crois, 7 ou 8 internationaux en 82. Donc pour moi, difficile de ne pas les associer. Et même, je dirais, nous sommes dans une chaîne où nous avons conquis ce titre, et ça leur appartient, parce que c'est eux qui ont donné 58, 80, c'est eux qui ont donné la tonalité. C'est vrai que le foot a évolué, c'est vrai qu'il y a une autre préparation, c'est vrai qu'il y a un engouement extraordinaire. J'ai jamais vu un football aussi vivant, les stades pleins, des joueurs d'exception. Moi, partout où je vais, avec Henri, on s'occupait à la direction technique, beaucoup de jeunes, on s'occupait des sélections. Jamais on n'a vu de jeunes autant talentueux. Donc le football a pris une dimension fantastique en France. Je regrette que le public n'a pas tellement suivi au point de vue culture, mais je crois qu'on a besoin de références, et 88 est une référence, qu'on veuille pas. Il y a l'avant 88 et l'après 88. Quand j'étais à Bordeaux, je passais les Pyrénées, on parle comme la corrida, on refait la corrida le soir. L'Espagnol avec ses tapas, il est il est debout et il refait le match. Et nous en France, c'est dur. Et on est tout de suite dans la critique, dans le négatif. Et moi, je remarque, pour avoir aussi été beaucoup en Italie, l'Italien, il est très dur quand ils sont ensemble, mais quand il y a un étranger, il devient extrêmement positif pour la squadra. On ne défend pas notre maillot bleu, on ne défend pas notre coque. Aimé Jacquet, 1998, il y a toujours une résonance évidemment quand on évoque 1998. Tout le monde se souvient d'ailleurs ce qu'il faisait où il était le 12 juillet 1998. On a posé la question dans la rédaction d'Europe 1 et notamment à Sébastien Guyot, journaliste. J'ai eu la chance, le privilège, que dis-je, d'être dans le Stade de France, au Stade de France. En fait, j'étais à l'armée, figurez-vous, à ce moment-là. Et on avait été accrédité pour tous les matchs de la Coupe du Monde uniquement pour prendre les hymnes nationaux. Et oui, j'avoue que c'était quelque chose. Et donc, on avait tiré au sort entre les différents journalistes en devenir que nous étions pour une radio de l'armée, qui allait aller à quel match, etc. Donc on avait fait plusieurs matchs du premier tour et ensuite on tirait au sort pour les 8e, quart demi et finale. Et j'ai tiré au sort la finale. Donc le 12 juillet 1998, je suis dans le stade. Je dois faire tourner mon agra pour bien prendre l'hymne national français. Et après, j'assiste à la Coupe du Monde, j'assiste à la finale dans le stade. Donc un souvenir absolument impérissable, inoubliable. Et puis je dois faire bien sûr un reportage pour la radio de l'armée à l'époque qui s'appelait Azur FM, qui était basée à Sarajevo. Et à l'issue du match, j'étais juste en dessous, je n'avais pas d'accréditation particulière, mais j'étais juste en dessous des loges Canal+, où Fabien Barthez arrive, auréolé de son titre de champion du monde. Donc je cours pour essayer de tendre mon micro pour avoir un son de Fabien Barthez. Et là, à l'armée, on n'avait pas vraiment de moyens. Et donc notre nagra était un peu vieillot. Ma bandoulière était à moitié cassée. Et en courant et en tendant mon micro, la bandoulière se casse. Et je vois le nagra tomber. 3 marches du Stade de France en béton. Je vois mon agra exploser, je me dis ok, c'est le jour le plus important qui soit. La France vient d'être sacrée championne du monde, je dois faire un reportage pour demain matin et mon agra est cassé. Je descends, je le remets comme je peux
Et finalement, c'est solide ces choses-là. Il était encore en vie, sauf que j'avais plus de bandoulière et donc j'ai porté mes 15 kilos de Nagra du Stade de France à Saint-Denis jusqu'aux Champs-Élysées pour faire mon reportage. Mais quel souvenir incroyable. Donc voilà, c'est ça mon souvenir de la Coupe du Monde 98. Les souvenirs de 98. On aimerait bien avoir des souvenirs de 2008 aussi, de 2018. Pourquoi pas cette année? Europe 1. La France est championne du monde. Champion du monde. Champion du monde, c'est notre rendez-vous. Peu avant 21h, depuis le début de ce mondial, interview exclusive réalisée sur Europe 1 par Aimé Jacquet, 10 ans après l'épopée de 98. Il était alors consultant d'Europe 1. Grâce à Marc Fréjean, nous avons retrouvé ces archives, nous les avons redécoupées pour revivre ce qu'a été cette épopée de 98, qui a évidemment des échos sur ce qui se passe aujourd'hui en 2018. Les plus superstitieux parlent de la loi des 8. On s'interrogeait tout à l'heure sur le leader de l'équipe de France. Je vous propose d'écouter ce que disait Aimé Jacquet justement de Zinedine Zidane. On parle bien du jeune Zidane, celui de 98, pas celui du retour et de la maturité de 2006 et de son match testament qui restera jamais dans toutes les mémoires contre le Brésil. Non, le jeune Zidane, mais le Zidane leader. Aimé Jacquet sur Europe 1. Zizou fait partie de ces extraterrestres. C'est un extraterrestre qui est formidable et qui a du talent et il s'exprime par les pieds. Un leader peut s'exprimer par les pieds, il est respecté, son jeu est fantastique, il est... Non, il n'est pas tombé du ciel, il s'est lui aussi formé tout au long de sa carrière. Hein. On ne devient pas un super joueur comme ça, il a beaucoup travaillé. Il avait des dons supérieurs aux autres, mais c'est grâce à son travail qu'il a pu être un joueur d'exception. Et son comportement est exemplaire, c'est un merveilleux équipier, il sait se fondre dans le collectif, et puis sa touche technique est exceptionnelle. On en a peu dans le monde comme ça. Hein. On a eu cette chance qu'il soit avec nous, et puis en plus... Il a un effacement qui est assez intéressant vis-à-vis de tous ses coéquipiers, c'est-à-dire qu'il ne domine pas, au contraire, mais en revanche sur le terrain, il éclaire le jeu et il bonifie tous les gens autour de lui. C'est vraiment le joueur homme orchestre qui a des intuitions fantastiques, qui a des gestes déterminants et puis qui met en valeur tous ses partenaires. Et comme il est très humble, il a un respect vis-à-vis de tout le monde qui est phénoménal. Et pas seulement en équipe de France, partout où il est passé. C'est pour ça que il faut le laisser évoluer, il ne faut pas lui donner... des indications trop précises, il faut le laisser faire. Moi j'avais bâti l'équipe avec lui pour qu'il ait cette marge de sécurité, cette marge d'imagination, et puis Zizou c'est un garçon qui est très sensible, il a besoin de sécurité, il a besoin de confiance. Donc il faut bien savoir l'entourer et bien savoir le soutenir. C'est instinctif, c'est sublime dans le geste, et puis c'est dans le respect des autres. C'est ça qui est formidable, parce qu'il y a beaucoup de joueurs après qui s'approprient le jeu, et puis bon, après tout pour moi, rien pour les autres. Est-ce que lui joue pour les autres? Il se met à la disposition des autres. Et en plus, il est décisif. Vous voyez que c'est vraiment le joueur extraterrestre qu'il nous fallait pour aller jusqu'au bout, d'ailleurs. C'est lui qui a été là au bon moment et au moment où il fallait. Europe 1. La France est championne du monde. Champion du monde. Notre chronique quotidienne à la mi-temps du match de 20h dans Bon Baiser du Mondial. Interview exclusive d'Aimé Jacquet sur Europe 1, 10 ans après le titre de 98, où lorsqu'il était consultant sur notre radio, il était revenu sur
les moments de vie et essayer de comprendre les secrets de cette victoire. Question qui va nous intéresser parce qu'elle va rebondir sur ce qui se joue en ce moment à Istra avec le groupe France quelques 20 ans après. Comment gérer ces joueurs, l'ennui, la vie quotidienne pendant pratiquement 6 semaines. Voici la méthode Jacquet à Clairefontaine. Ça, c'est le souci du sélectionneur. Il ne faut pas qu'on s'ennuie. Donc il faut bien disséquer les périodes, temps fort, temps faible. Moi, j'avais mis tout ça en place avec mon staff, avec mon staff technique et mon staff médical, qui est très important. Et on avait des journées très pleines, très constantes. Et en plus, par moment, lorsqu'il y avait un besoin un peu de relâchement, donc temps faible, les joueurs faisaient un peu ce qu'ils souhaitaient, ce qu'ils avaient envie de faire. Et puis il y avait 2 choses, la vie commune et la vie personnalisée. Et j'avais mis en place un circuit qui permettait aux joueurs d'être ensemble tout le temps. Et là, il n'y avait pas de portable, pas de baladeur, rien du tout. On parle, on joue. C'était dans le château où on avait une salle exceptionnelle. Il y avait des jeux. Ils pouvaient faire un petit peu les fous. Donc c'était bien. Et puis il y avait le lieu de travail en bas, dans les vestiaires. Donc c'était fantastique. On avait bien tout mis en place. Et puis surtout, on vivait tranquillement. On acceptait des gens venir. On a fait aussi des périodes où les familles sont arrivées, où ils ont pu un petit peu retrouver leurs enfants et tout. Donc on avait tout bien disséqué, tout bien partagé, temps fort, temps faible, temps de repos, temps de travail, temps d'exigence, temps de relâchement. Puis il y a plein de situations vraiment formidables. Vous savez qu'on vit dans le foot est fait de comment dirais-je, de périodes où sans cesse ça chambre, et puis il y a on fait des petites farces, chacun vit sa vie, chacun essaye d'être dans son élément le plus personnalisé tout en étant avec les autres. Donc c'est une structure fantastique, mais il faut surtout que les joueurs trouvent leur place. Il faut les laisser faire. Moi, je n'étais jamais avec eux. Je les laissais complètement tranquilles. Jamais ils m'ont vu dans des moments de relâchement, jamais. Mais dans les moments de travail, oui, j'étais même très bonne heure le matin, j'étais là. Il y avait une ambiance extraordinaire. Et puis il y avait des gens qui sans cesse alimentaient un tout petit peu cette ambiance positive. Europe 1. La France est champion du monde. Champion du monde. C'est notre rubrique champion du monde à la mi-temps du match de 20h dans Bon Baiser du Mondial à 20h. Interview exclusive d'Aimé Jacquet réalisée lorsqu'il était consultant d'Europe 1. 10 ans après l'épopée de 98, il revenait à froid sur l'antenne d'Europe 1 pour raconter match après match, décision après décision, ce qui avait amené à cette victoire et cette épopée. On y est, on est avant France-Danemark, on est sur le débat de faire jouer les remplaçants et voilà, lorsqu'on lui a posé la question 10 ans après, qu'est-ce qui a présidé à cette décision, Aimé Jacquet, de faire rentrer les coiffeurs? Et ça, c'est une expression que je n'aime pas du tout. Je ne sais pas pourquoi qui a dit ça. C'était peut-être à une époque où les remplaçants, on les sous-estimait, où on n'en faisait pas très attention. Moi, pas les coiffeurs, ce sont des gens très importants. Je peux vous dire que si j'avais pensé ça, j'aurais pas préparé l'équipe de France comme je l'ai préparée. J'ai préparé, moi, 22 joueurs et puis 22 titulaires. Donc c'est ma grande réussite, ça, avec mon staff. Alors non, c'est pas du tout ça. C'est que moi je veux que toute l'équipe soit consciente que tous les joueurs ont un rôle à jouer dans l'équipe. Et je prends la décision à Lyon de faire jouer tous les garçons qui n'ont pas été titulaires. Et le cas personnel du gardien de but où on change pas, je dis je vais le faire quand même. Pourquoi je vais le faire? Parce que Bernard Lama, pour moi, est un des meilleurs gardiens du monde en 96. Pour moi, c'était un mec fantastique en 96. C'était le meilleur gardien du championnat d'Europe et de loin. Et là, je me dis, je vais le faire jouer. Je lui dois ça. Et il me dit, c'est pour vous dire la mentalité. Il me dit, non coach, on bouge pas.
on ne bouge pas. Si j'étais titulaire, moi j'aimerais pas que... Eh bien je lui dis c'est bien. On va pas bouger et Fabien va continuer. Ça, vous voyez la mentalité de ce groupe-là, à l'image de ce qu'a fait Bernard Lama. Alors que je lui dis, tu vois, tu te fais pas de soucis, Fabien va bien l'accepter, il sait, il n'y a pas de problème, c'est logique. Il m'a dit non, je veux pas. Parce que le poste là, c'est un poste très très sensible. Il n'accepte pas la concurrence. Et je le savais ça, puisque moi c'est moi qui ai mis en place 1, 2 et 3. J'ai très bien compris depuis très longtemps qu'il y a un 1, il y a un 2 et il y a un 3. Il faut faire attention. Ça, c'est la victoire du Danemark, c'est la victoire des champions du monde. Ça, c'est la victoire de toute l'équipe. Et la victoire du tout le staff. Parce que là, on était tous conscients qu'il fallait faire un grand coup. Et ça n'a pas été facile, je peux le dire, ça n'a pas été facile, mais on avait, comment dirais-je, des joueurs dont on ne parle pas. Alors, je vais vous faire une image sur ce match-là. Les 20 premières minutes de l'équipe de France sont fantastiques à Lyon. Et un a été déterminant, c'est Diomède. Je vous demande de regarder un jour ce qui s'est passé. Vous arrêtez les commentaires et vous mettez seulement les images. Vous allez vous régaler. Les centres de Diomède, les situations qu'on a eues, c'était fantastique. Et on a bien vu que cette équipe de France vivait ensemble, jouait ensemble et avait envie de partager ensemble cette aventure. On l'a vu dans ce match-là. À l'image de la photographie que je vous ai donnée, puisque Diomède, peut-être qu'il y en a beaucoup de gens ne savent même pas qu'il faisait partie des 22. Et pourtant, quel joueur de football. Europe 1. La France est championne du monde. Champion du monde. Notre rubrique champion du monde pour entrer dans les carnets secrets d'Aimé Jacquet un peu avant 21h tous les soirs dans Bon baiser du mondial, interview exclusive que nous a accordé Aimé Jacquet 10 ans après l'épopée de 98. Il revenait jour après jour sur ce qui a fait le sel et les secrets de cette victoire. Pour tous les Français, 98 c'est une épopée. Tout le monde a oublié tout ce qui s'est passé avant, a oublié qu'on brûlait Jacquet sur la place publique, qu'on ne suivait pas trop cette équipe. Ça a basculé quand? Ça a basculé après les huitièmes de finale. Leçon peut-être à retenir pour ces Bleus tant critiqués aujourd'hui dans la presse. Écoutez Aimé Jacquet comment il raconte l'après huitième de finale, l'après victoire contre le Paraguay. Ça s'est passé à Lens parce que j'avais souhaité qu'on fasse le déplacement en quart. Parce que je trouve que c'est très convivial. Et on avait besoin d'être ensemble, donc dans le quart, déplacement en quart. Quand j'étais entraîneur à Bordeaux, je faisais souvent ça sur les derbys Bordeaux-Nantes. On partait en quart. Là, c'est la rigolade. J'adore les déplacements en quart. Et donc, à Pau, on ne pouvait pas repartir tout de suite. Il y avait tellement de monde. On a dîné sur place à Lens. Et c'est là qu'on est venu me dire, oh là là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il y a 300 000 personnes sur les Champs-Élysées. Alors je lui dis, arrête tes conneries, tu m'énerves, j'ai autre chose à penser. Voilà, voilà, c'est exactement. C'était je me souviens bien, il me dit, ouais, c'est noir de monde, tout le monde est dans la rue, mais moi je ne l'ai pas cru. Et comme je ne regardais pas la télévision, donc je n'ai pas poursuivi mon truc, et je pensais surtout à mon équipe, quoi. Donc c'est là qu'on s'est aperçu qu'il se passait quelque chose. Après l'Italie, là, bien entendu, j'ai très bien compris que toute la France était derrière l'équipe de France, était à l'écoute, participait à notre cheminement, était dans la présence, dans le dynamisme, était dans l'enthousiasme. Donc c'était pour nous quelque chose d'extraordinaire. Je pense que ça fait du bien au groupe. On avait besoin de ça. On avait tellement eu de solitude depuis des années. On avait été tellement dans l'incompréhension depuis des années qu'on avait besoin de ça. Les joueurs étaient radieux. J'ai senti que les joueurs étaient radieux parce qu'ils savaient que dehors, ils avaient tout le public français, même ceux qui n'aimaient pas trop le foot. Et puis sûrement, ils avaient des coups de fil de leurs copains qui leur disaient, voilà, toute la France est dans le foot, toute la France pense au foot, toute la France est avec vous. Ça, c'est des bons moments.